Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le retour d'Alain Juppé devant les juges, le procès en appel des emplois fictifs de la ville de Paris a commencé. L'ancien Premier ministre reconnaît avoir commis des erreurs ou des fautes par négligence, mais il maintient pour l'essentiel sa version des faits face à des magistrats incisifs. 1 an de prison ferme pour le préfet Bonnet, 6 mois pour le colonel Mazère qui travaillait sous ses ordres. La Cour de cassation a confirmé les condamnations dans l'affaire des paillotes incendiées en Corse. Bernard Bonnet qui va demander la grâce du président de la République. La crise du pétrole, Nicolas Sarkozy annonce un coup de pouce pour les agriculteurs, une baisse de 4 centimes des taxes sur le gazole. Les routiers seront également aidés. La France doit retrouver l'esprit des années 70 et de la chasse au gaspille, dit le ministre de l'économie. Christian Chesneau et Georges Malbruno sont en vie et les contacts indirects avec les ravisseurs, suspendus après l'affaire Julia, ont repris. C'est ce qu'a affirmé Jean-Pierre Raffarin aux responsables des partis politiques qu'il recevait aujourd'hui. Aux États-Unis, John Kerry ou George Bush, l'élection semble plus ouverte que jamais. Les deux hommes se retrouvent pour un dernier face-à-face cette nuit sur les sujets intérieurs, système de santé, impôts et avortement. Nous irons en direct dans l'Arizona. Enfin, la passion de l'Égypte ancienne, une exposition exceptionnelle a été inaugurée aujourd'hui à l'Institut du monde arabe à Paris sur la vie des pharaons. Elle couvre 3500 ans d'histoire. Bousculade et ambiance des grands jours cet après-midi au palais de justice de Versailles. Alain Juppé, visage grave et tendu, joue donc son avenir politique devant la cour d'appel où il veut tenter de convaincre les juges de sa bonne foi. Pas de temps mort à l'audience, on est tout de suite entré dans le vif du sujet et cette première journée a été éprouvante pour l'ancien Premier ministre. Sur place, Dominique Verdaillan, Franck Brisset. Une rose pour Isabelle Juppé. Dans la cour d'appel de Versailles, c'est 2 heures avant le procès, le seul témoignage de soutien. Même le nouvel avocat d'Alain Juppé se montre méfiant, sans doute parce qu'une rose a des épines. 8 mois après le jugement de Nanterre, seuls les politiques se retrouvent à Versailles et l'homme à la rose est toujours là. On va essayer, oui. De tout cas, on est avec vous. Hein. Merci, monsieur. Louise Yvonne Casetta. J'ai fait appel, dit-elle, parce que j'ai eu la même peine que ceux qui m'ont donné des ordres. Mais dans sa mise en cause, Louise Yvonne Casetta se refuse à aller plus loin que le trésorier. Robert Gallet, l'un des anciens trésoriers du RPR, ravi de s'expliquer à nouveau. Beaucoup de joie d'être en appel, beaucoup de plaisir pour redresser les choses. Être confronté à nouveau à M. Oui, Juppé. oui, tout à fait, ça me plaît tout à fait. Vous attendez de lui une nouvelle défense? À Versailles, Alain Juppé marque sa différence. Plus d'arriver à pied au milieu des journalistes. La voiture du maire de Bordeaux est derrière un impressionnant cordon de sécurité. Régime de faveur pour Alain Juppé. Son véhicule est autorisé à s'approcher au plus près de la porte d'entrée. Pas de déclaration. Le visage est fermé, les traits crispés. Alain Juppé semble préoccupé. Face à ces nouveaux juges, il concède qu'il aurait dû savoir, plus s'investir dans l'administration du parti. Bref, être plus vigilant. Il reconnaît qu'il n'a pas été suffisamment vigilant. Voilà. Il n'ira pas plus loin. Mais écoutez, il reconnaît qu'il n'a pas été suffisamment vigilant. Sur les faits qui lui sont reprochés, Alain Juppé ne sera entendu qu'en fin de semaine prochaine. À la sortie de l'audience, un passant encourage l'ancien Premier ministre. Courage, courage. L'histoire, en revanche, ne dit pas ce qu'est devenue la rose. En 2 mots, pour être très concret, Alain Juppé est accusé, rappelons-le, d'avoir couvert la rémunération par la ville de Paris de 7 employés qui travaillaient en fait pour le RPR. Bonsoir Dominique Verdaillan. Alain Juppé avait changé d'avocat, on attendait un changement de stratégie de défense et visiblement ça n'est pas le cas. Non, Alain Juppé transformé, mais pas métamorphosé. Il est apparemment bouleversé, il le dit d'ailleurs lui-même à la barre. J'ai été profondément bouleversé par ce jugement. Je ne crois pas avoir trahi la confiance des Français. Je ne prétends pas être irréprochable, poursuit-il, mais je n'ai jamais eu l'intention de violer délibérément les lois de la République. Mais sur le fond, eh bien, on a un sentiment de déjà vu, de déjà entendu. Il conteste sa connaissance des emplois fictifs, tout en disant qu'à l'époque, les partis politiques vivaient avec un état d'esprit un peu hypocrite. Bref, ce que l'on aurait pu appeler politiquement l'appel de Versailles n'a pas eu lieu, en tout cas pas aujourd'hui. Juste une question encore Dominique, on a beaucoup entendu dire que si Alain Juppé se montrait moins sûr de lui, plus conciliant, s'il reconnaissait peut-être une partie des faits, il s'attirerait à la clémence des juges. Mais est-ce que ceux-ci ne sont pas censés juger les faits et rien que les faits ? Ah, écoutez, Alain Juppé n'a pas caché son attente, la relaxe pure et simple, il l'avait déjà plaidé à Nanterre, on connaît le résultat. Il va donc devoir convaincre la présidente qui s'est montrée pugnace, incisive, peu dupe. Est-ce que reconnaître ses fautes, ses erreurs, un manque de vigilance est suffisant?
pas sûr. Ce que l'on peut dire surtout, c'est qu'on sent une tension énorme entre tous les coprévenus et on se dit ici à Versailles qu'à tout moment le procès peut basculer. Merci Dominique. À noter aussi qu'Alain Juppé a décidé d'assister à toutes les audiences, tous les jours, ce qui est interprété comme une marque de considération. Ça n'était pas le cas en première instance. Autre grande affaire judiciaire, elle a trouvé son épilogue aujourd'hui, celle des paillotes incendiées en Corse. Eh bien, la Cour de cassation a confirmé les condamnations du préfet Bonnet et de son principal collaborateur à l'époque, le colonel Mazère. 1 an de prison ferme pour le premier, 6 mois pour le second, des peines qui sont donc définitives. Stéphane Bretner, Jean-Charles Chattard. Un préfet en prison, une première dans l'histoire de la République. Nous sommes le 2 juillet 99. Bernard Bonnet est libéré après 2 mois de détention provisoire. Aujourd'hui, il pourrait bien retourner derrière les barreaux. La Cour de cassation a en effet rejeté son pourvoi, confirmant sa condamnation à 1 an de prison ferme. Un juge d'application des peines doit maintenant convoquer l'ancien préfet. Ce juge pourrait aménager sa peine par un régime de semi-liberté ou le port d'un bracelet électronique. Le pourvoi d'Henri Mazère, ex-patron de la gendarmerie en Corse, a également été rejeté. Lui a toujours affirmé avoir reçu l'ordre du préfet de brûler la paillote. Alors, lorsque Bernard Bonnet admet hier avoir donné un ordre implicite, le colonel y voit un premier pas pour rétablir son honneur. Et c'est par téléphone qu'il nous le dit, sa hiérarchie lui a interdit de parler devant une caméra. La vérité se fait jour, je n'avais jamais menti, je la salue. Mais je trouve que ça vient beaucoup trop tard. Pour moi, l'ordre, il me l'a donné maintes fois répété et de la manière la plus claire. Je n'essayais pas de lire dans les pensées de mon préfet. Il était assez direct avec moi pour me dire correctement en face un certain nombre d'ordres. Cette affaire du pain béni pour les nationalistes qui ne s'étonnent pas de voir Bernard Bonnet en donneur d'ordre, même implicite. Nous savions pertinemment que c'était Bernard Bonnet qui avait donné les ordres, mais comme Bernard Bonnet apparemment donne la vérité par étapes, eh bien nous attendons le prochain épisode. La morale de cette histoire, c'est que la paillote chez Francis existe toujours. Yves Ferraud, son propriétaire, a obtenu le droit de la remonter chaque année pour la saison touristique, avant de la démonter pour l'hiver. Le préfet compte, lui, déposer un recours en grâce auprès du président de la République. Bernard Bonnet, vous vous en souvenez, avait succédé au préfet Erignac, assassiné en février 98. Eh bien, l'enquête sur ce crime vient de connaître un rebondissement. L'un des membres du commando, Pierre Alessandri, déjà condamné à la perpétuité, s'accuse d'avoir tiré sur le préfet. Vrai ou faux, en tout cas, il dédouane évidemment au passage Yvan Colonna. Yann Frontier, Alexandra Renard. Le cheveu ras, t-shirt rayé, voici l'une des rares images de Pierre Alessandri. Cet agriculteur dort aujourd'hui en prison. En juillet 2003, il a été condamné avec un autre accusé, Alain Ferrandi, à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a toujours reconnu sa participation à l'assassinat du préfet Erignac le 6 février 1998. Mais aujourd'hui, il va plus loin. Dans une lettre adressée au juge, il écrit « C'est moi qui ai tiré sur le préfet ». Il a envie que la vérité rejaillisse et de dire ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Et je l'imagine mal s'accuser d'un crime qu'il n'aurait pas commis. La justice soupçonne toujours Yvan Colonna, arrêté en juillet 2003, d'être le meurtrier du préfet, celui qui l'a abattu de 3 balles dans la tête. Mais les avocats du berger de Cargèse n'ont jamais cessé de clamer que le dossier était vide. Actuellement, il n'y a plus ni indice matériel, ni mise en cause. Un témoignage qui ne change rien, rétorque l'avocat de la famille Erignac. Selon lui, Pierre Alessandri se sait condamné, il n'a donc plus rien à perdre. Tout à coup, il se souvient qu'il a tiré sur le préfet. Mais non seulement il a une mémoire qui lui fait défaut, mais en plus, il a une mémoire sélective. Devant les policiers, Pierre Alessandri avait détaillé le rôle d'Yvan Colonna. « J'étais là en soutien, disait-il, et Yvan Colonna a été chargé d'abattre le préfet. » Pourquoi Pierre Alessandri change-t-il aujourd'hui de version? Il l'expliquera demain devant le juge et devant Yvan Colonna, auquel il sera confronté. Dernière décision très attendue dans cette actualité judiciaire très chargée. La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui le pourvoi de l'ancien activiste italien d'extrême gauche Cesare Battisti. Plus rien ne s'oppose à son extradition vers l'Italie, où il a été condamné, vous le savez, pour plusieurs crimes dans les années 70. Une réserve, bien sûr, Battisti a disparu. Il est en fuite depuis la fin du mois d'août. Explication, Karine Comadi et Didier Dahan, qui avaient rencontré Cesare Battisti avant l'été et qui lui avaient demandé s'il avait des regrets. Le parcours judiciaire de Cesare Battisti s'arrête ici, à la Cour de cassation.
Après avoir épuisé tous les recours, Cesare Battisti est définitivement extradable. Son sort est maintenant entre les mains du gouvernement. Si le décret est pris par le gouvernement, comme le président de la République a dit qu'il le prendrait, s'il devait le prendre, je pense qu'il ne reste plus à M. Battisti qu'à saisir le Conseil d'État. Au même moment, Cesare Battisti, en fuite depuis le 21 août dernier, prend contact avec ses nouveaux avocats. Non. Dans ce communiqué, il décide de changer de système de défense. Plus question de justification politique, il se contente de clamer son innocence. Pourtant, il y a 6 mois encore, Cesare Battisti tenait devant notre caméra un discours de militant. Ce jour-là, il disait ne rien regretter de son passé. Si regretter, ça veut dire de ne pas l'assumer, alors moi j'assume tout cela. Si vous avez tué, est-ce que vous assumez d'avoir tué? Moi j'assume la responsabilité politique de ce qui s'est passé en ces années-là. Les responsabilités sont collectives et ne sont pas individuelles. L'histoire ne se fait pas dans les tribunaux, ça se fait ailleurs. Il n'y aura pas d'autre procès, je serai intégré à la prison à vie et puis c'est tout. Hein. Je serai livré à la prison, pas au juge. C'est horrible, je ne peux pas imaginer un truc pareil. Je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui on puisse extraire des responsabilités individuelles de ce qui fut un conflit social très très violent avec des morts de deux côtés, avec beaucoup de victimes, la douleur pour les victimes et les deuils qui ne sont pas faits. Aujourd'hui, Cesare Battisti se cache. Sa nouvelle défense le dit déterminé à se battre jusqu'au bout contre l'extradition. Et puis le ministre italien de la Justice a exprimé aujourd'hui sa vive satisfaction après cette décision de la Cour de cassation. La crise du pétrole, le gouvernement répond à la mobilisation des agriculteurs. Nicolas Sarkozy annonce une baisse de 4 centimes des taxes sur le gazole, un geste salué par la FNSEA, mais certains barrages sont maintenus dans le sud-ouest et le nord. Vincent Fourcade. Ce tracteur consomme 10 000 litres de gazole par an. Et pour son propriétaire, payer 4 centimes d'euros en moins par litre, c'est une bonne nouvelle. Il espérait pourtant davantage. C'était déjà pas mal d'avoir obtenu ça. Mais cela dit, donc 4 centimes, c'est à peu près la moitié de la hausse qu'il y a eu depuis un an sur le gasoil. Ça ne va pas non plus changer tous les problèmes sur les exploitations. Dévoilée ce matin par Nicolas Sarkozy, cette baisse des taxes est ensuite confirmée devant les députés. Pour les agriculteurs, le litre de gazole sera bientôt moins cher. Ils payaient 5,66 centimes d'euros par litre. Ils paieront 1 centime 66 d'euros par litre. Satisfaite, la FNSEA, principal syndicat agricole, appelle maintenant à débloquer les dépôts de carburant. Mais certains agriculteurs continuent de réclamer 10 centimes de moins par litre et annoncent déjà de prochaines actions. On va bloquer la centrale de Verne, donc aucun camion ne pourra rentrer ni sortir pour prendre la livraison de fioul. Dans le sud-est, ce sont les routiers qui commencent à faire parler d'eux. Opération escargot ce matin entre Vitrolles et Marseille. Ils réclament eux aussi une aide de l'État. En un an, le prix de leur carburant a augmenté de 25%. On l'évoquait hier, l'espoir d'une crise passagère s'éloigne. Le monde et la France pourraient être confrontés à un 3e choc pétrolier. Il faut retrouver les réflexes des années 70, a même dit Nicolas Sarkozy sur France Inter ce matin. C'était l'époque de la chasse au gaspillage, lorsque Valéry Giscard d'Estaing et Roger Gicquel prônaient les économies d'énergie. Elisabeth Esley, David Bohéry. C'est maintenant 17 mars 1977, Roger Gicquel, le très populaire présentateur du journal de 20 heures, en appelle au civisme de ses téléspectateurs. Tout s'éteindre en même temps pour mesurer sur le cadran de l'EDF l'économie qu'on peut faire. Si vous êtes prêts, je le suis. Attention, 1, 2, 3, éteignons les lumières qui ne sont pas indispensables. C'est l'époque des premiers chocs pétroliers et de la première campagne anti-gaspi. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On veut inciter les Français à rouler moins vite, à mieux isoler leurs maisons et à ne pas pousser le chauffage. Objectif, réaliser 450 millions de francs d'économie. C'est aussi l'époque du premier passage à l'heure d'été. Des soirées plus longues, c'est une autre façon d'économiser. 300 000 tonnes de pétrole en 1976, rien qu'en supprimant la pointe de consommation d'électricité du soir. 28 ans plus tard, on change toujours d'heure. Pour faire quelles économies aujourd'hui? Les économies d'énergie, économies d'électricité dues au passage à l'heure d'été représentent la consommation de 200 000 habitants pendant un an. Donc ça représente en gros la consommation d'électricité d'une ville comme Toulouse.
Et on pourrait faire mieux en ne laissant jamais nos appareils ménagers en veilleuse et en utilisant des ampoules électriques basse consommation. Un spectaculaire accident de car dans le Puy-de-Dôme, un car scolaire qui transportait une quarantaine d'enfants. En évitant la voiture qui le précédait, le chauffeur a précipité le véhicule dans un ravin 6 mètres plus bas. Le car a terminé sa course sur le toit. Il y a 17 blessés, dont 2 sérieusement. Mais le pire a été évité car les enfants avaient tous leur ceinture de sécurité attachée. Une discipline qui les a sans doute sauvés. C'est aujourd'hui justement que commence la 5e édition de la semaine de la sécurité routière. Des spots seront diffusés à des heures de grande écoute. Vous le savez, la tendance est à l'amélioration, mais rien n'est joué, a déclaré Jacques Chirac en Conseil des ministres. Il a appelé à redoubler d'efforts. Laetitia Legendre, Muriel Lassaga. Vous venez de franchir le panneau vitesse à 74 km/h. Alors c'est vrai, c'est pas énorme, mais c'est déjà trop. Aujourd'hui en Aveyron, pas de contravention pour les automobilistes et motards en excès de vitesse. Simplement l'obligation d'écouter le témoignage d'un accidenté de la route. Au lendemain, tout peut arriver, donc nous on est là pour vous faire prendre conscience de ça. Et j'en suis totalement consciente, mais c'est vrai que des fois on appuie un peu plus vite sur le champignon que ce qu'il ne faudrait. Ces drames quotidiens, ces vies bouleversées, la nouvelle campagne de sensibilisation de la sécurité routière nous invite à y réfléchir. Mon plus grand rêve, retrouver mes jambes. On était un groupe d'amis. 4 spots, 4 témoignages. La voiture s'est retournée, moi l'épinière a été sectionnée. Ma vie, certes, le nombre d'accidents corporels diminue. Mais depuis le début de l'année, la route a tué 3850 personnes et en a blessé près de 80 000 autres. Chaque année, quelques 3000 victimes restent handicapées à plus de 50% après un accident de la route. C'est sur ces femmes, ces hommes que la nouvelle campagne de prévention met l'accent, témoignant ainsi de milliers de vies brisées. Voilà, la parole sera donc donnée aux victimes de la route et à leurs familles toute cette semaine. Des récits qui en disent souvent beaucoup plus longs que toutes les mises en garde. Témoignages croisés rassemblés par François-Julien Piednoir. Comme tous les jours, donc, je rentrais chez moi en scooter. Et sur mon chemin, très près de mon travail d'ailleurs, un jeune homme s'est garé en double file et a ouvert brutalement sa portière. J'ai vu un éclair jaune devant moi et puis plus rien, j'ai plus rien senti de mon corps. Je me suis réveillée à l'hôpital et sans bouger quoi que ce soit, quoi. Plus rien ne bougeait, plus rien ne répondait. À part naturellement la voix et les yeux. On m'a mis en coma artificiel sous morphine pendant 3 semaines. Alors à ce moment-là, on n'y croit pas. On se dit c'est un cauchemar. Je ne peux pas me faire à manger, donc quelqu'un va me faire à manger. Je vis avec mon épouse et j'ai 2 enfants. Donc ce sont eux qui font beaucoup de gestes que je faisais auparavant. Les médecins naturellement ne disent rien et les proches vous disent écoute Marielle, il faut que tu aies beaucoup de courage parce que malheureusement, tu ne remarcheras plus. Voilà. Vous avez 20 ans et on vous dit ça. Le sort des otages français en Irak. Jean-Pierre Raffarin organisait ce matin une nouvelle réunion à Matignon avec les responsables des principaux partis politiques, la 5e du genre. Il a annoncé à cette occasion que Christian Chesneau et Georges Malbruno sont, d'après ses informations, en vie et que les contacts indirects avec les ravisseurs ont repris. La page de la mission Julia serait donc tournée. C'est ce qu'a indiqué à l'issue de cette réunion Hervé Morin qui représentait l'UDF. Rappelons que nos 2 confrères journalistes et leur chauffeur syrien, Mohamed El Joundi, sont retenus depuis 55 jours maintenant. Jacques Chirac, de son côté, recevait le président égyptien Hosni Moubarak. Les 2 hommes ont inauguré l'exposition Pharaon, on en reparlera à la fin de ce journal. Et ils ont surtout évoqué la conférence internationale sur l'Irak qui devrait avoir lieu fin novembre au Caire et devrait rassembler les pays du G8, l'ONU, la Ligue arabe et bien sûr l'Irak et les pays voisins. Les présidents français et égyptiens souhaitent qu'il ne soit pas seulement question de problèmes militaires, mais aussi politiques, et notamment de transfert de souveraineté. Aux États-Unis, George Bush et John Kerry vont s'affronter cette nuit pour le 3e et dernier round des face-à-face télévisés. Et vous allez voir que la bataille des arguments ne se limite pas au débat lui-même. Elle a lieu aussi dans la coulisse où les conseillers de chaque candidat se démènent auprès des journalistes, notamment. Reportage Alain Chalvron, Aaron Diamond. Le débat n'a pas débuté depuis plus de 5 minutes, là-haut, juste au-dessus de cette salle de presse.
Les journalistes ont tout juste commencé à prendre des notes que voilà les petites mains des deux camps qui entament leur balai dans les travées, délivrant la bonne parole. Dès que Kerry dit quelque chose, nous réagissons pour défendre les idées de Bush. Et vous faites ça très vite? Oui, d'ailleurs, il faut que j'y aille. En fait, c'est un travail qui demande une organisation incroyable. Exemple. George Bush vient d'accuser Kerry d'être un liberal, quasiment un gauchiste pour lui. Et le sénateur rejette l'étiquette. 5 minutes plus tard, ce tract vient nous rappeler que le 21 juillet 1991, John Kerry avait dit « Je suis de gauche et fier de l'être ». Bien sûr, dans l'autre camp, on fait la même chose, mais sur le résultat, il n'y a pas photo. C'est 10 tracts pour Bush, 2 pour Kerry. Alors que le débat touche à sa fin, les spin doctors se préparent à l'autre bout de la salle. Les spin doctors, ce sont les collaborateurs des deux candidats qui vont essayer de persuader les médias que leur poulain a gagné. De grosses pointures. Karl Rove, par exemple, ou Karen Hughes, les deux maîtres souterrains de la campagne de Bush, Madeleine Albright ou Mike McCurry, des anciens de chez Clinton passés au service de Kerry, chacun, c'est à peine croyable, a de grands panneaux pour attirer le chaland, les journalistes en l'occurrence. Dès le débat terminé, c'est la ruée pour obtenir une phrase sans surprise. Pour Madame Albright, c'est bien sûr Kerry qui a gagné. Parce que je crois qu'il comprend tout à fait ce qui est important pour l'Amérique. Et pour Madame Hughes, c'est bien sûr Bush. Je crois que le président a fait du très bon boulot en donnant sa vision de l'avenir du pays. Dans l'ombre, il y a là aussi un travail de petites mains. Le jeu consiste à mettre des panneaux avec le nom d'un candidat dans l'axe des caméras. Pas facile, un vrai sacerdoce. C'est dur, très dur, mais bon, c'est important. Oui, important sans doute, car finalement, le vrai vainqueur du débat sera celui qui sera déclaré comme tel par les médias. Et cette fois, ce sont les thèmes intérieurs qui seront débattus, système de santé, impôts, avortement. Bonsoir Pascal Golomer, vous êtes à Tempe dans l'Arizona et ce débat-là est vraiment attendu, tout semble complètement ouvert. Oui, c'est vrai, l'enjeu est toujours énorme pour les deux candidats, mais la donne a quelque peu changé depuis le premier débat, c'était le 30 septembre à Miami. Vous en souvenez peut-être, John Kerry était distancé à l'époque dans les sondages et on lui donnait peu de chance pour affronter George Bush sur les questions de politique étrangère, sur l'Irak, sur la lutte contre le terrorisme. Et puis c'est l'inverse qui s'est produit, mauvaise performance du président. Et les deux hommes se retrouvent au coude à coude maintenant dans les sondages. Ils tenteront ce soir évidemment de convaincre les 3 à 4% d'indécis. Ce sont eux qui feront la différence le 2 novembre prochain. Et ils parleront, vous l'avez dit, des thèmes de politique intérieure, l'économie, le chômage, la protection sociale. Des thèmes sur lesquels John Kerry est plutôt à l'aise pour critiquer le bilan de son adversaire, mais tout peut vraiment arriver pour le plus grand bonheur des médias américains d'ailleurs. Pascal, un mot aussi sur l'oreillette supposée ou réelle de George Bush avec cette protubérance rectangulaire qu'on avait décelée sous son costume. Est-ce qu'on a eu le fin mot de l'histoire ? Le doute subsiste, donc la polémique continue et elle fait couler beaucoup d'encre électronique sur beaucoup de sites internet. Hier soir, c'est le candidat démocrate à la vice-présidence, John Edwards, qui s'est fendu d'une petite allusion en parlant des piles que George Bush porterait dans son dos, des piles qui évidemment selon lui seraient complètement à plat. Et le camp républicain, ce matin encore, s'est fendu d'un communiqué pour démentir catégoriquement ce type d'information. Merci Pascal, et puis à vous qui suivez particulièrement l'actualité américaine, un rendez-vous encore, le débat dans sa quasi-intégralité, retransmis sur France 2, ce sera demain à minuit 45 avec Thierry Tuillier. Direction l'Ossétie du Nord maintenant, après la fin des 40 jours de deuil, on en parlait hier. Les centaines de morts de l'école de Beslan sont encore dans tous les esprits et la cohabitation entre la population et la minorité ingouche semble de plus en plus tendue. Envoyés spéciaux Anne Ponsinet, Xavier Duizet. Le cimetière de Beslan était noir de monde cet après-midi. Selon la coutume, c'est aujourd'hui la fin du deuil. On accroche sur la tombe son foulard noir. Fin toute symbolique bien sûr, car cette famille pleurera encore longtemps le petit garçon de 8 ans qu'elle a perdu. Mais la vie doit reprendre. La tradition impose de manger sur les tombes et permet de parler plus librement. Des Ingouches et des Tchétchènes, par exemple, à qui beaucoup ici attribuent la tragédie. Ce qu'on dit ici, c'est que ce sont des cannibales, vous comprenez? Dans le Caucase, il n'y a qu'eux qui soient comme ça. C'est le genre de propos qui fait monter la tension à Tchermen, à 20 km du cimetière de Beslan, un village où Ossètes et Ingouches cohabitent difficilement. Depuis des années, toutes les entrées et sorties du village sont contrôlées, mais cette semaine, par peur des représailles,
le dispositif est renforcé. Les Ossètes, on ne leur parle pas, dit cet homme. Ils vivent de leur côté et nous du nôtre. Il y a 10 ans, une courte guerre a opposé les deux peuples dans ce village. Il y avait eu 500 morts. Beslan n'a fait que raviver la haine entre les Ossètes chrétiens et les Ingouches musulmans. Le deuil est fini, explique ce professeur ossète. Et maintenant, celui qui a perdu toute sa famille, dont la vie est finie, on va voir s'il se tourne vers la vengeance ou vers la raison. Cette date des 40 jours n'a donné lieu à aucune cérémonie officielle. Les autorités ossètes craignent sans doute que toute manifestation publique dans ce climat ait surtout pour effet d'augmenter la tension. En bref, la reprise aujourd'hui dans le sud-ouest de la France des perquisitions dans plusieurs caches d'ETA, des caches mises au jour lors du coup de filet au début du mois. Il s'agissait surtout de boucler les inventaires et les juges antiterroristes ont notamment mis sous scellé les missiles sol-air et les centaines de kilos d'explosifs découverts ces derniers jours. Images tournées par nos correspondants à Bordeaux, David Bazier et Philippe Dumail. L'ouverture à Monaco du 6e congrès international de lutte contre le crime organisé. Il réunit des policiers, des juges, Jean-Louis Bruguière par exemple, et des spécialistes. Parmi les thèmes abordés, les paradis fiscaux, on en parlera demain, et aussi les nouveaux canaux de la prostitution. Internet par exemple, un racolage beaucoup plus discret. Les sites se multiplient depuis 2 ou 3 ans. Enquête Frédéric Crotta, Patrick Voix. En plein centre-ville, une entreprise qui ne connaît pas la crise. Une quinzaine de salariés, certains en contrat à durée indéterminée. Le studio n'a rien d'hollywoodien, le fonds de commerce ici c'est le X. Vous avez un endroit lit, un endroit canapé, plus salon en fait. Les actrices peuvent faire leurs interventions en direct, soit de chez elles, soit des studios à Sedan. Je vais quand même les prévenir. Des actrices devant une caméra, des milliers de connexions chaque jour. Ici l'internaute peut tout trouver, de la vidéo coquine à la porno-réalité. On atteint les 80 000 € par mois de chiffre d'affaires en abonnement. On pense qu'on va le doubler dans les 2 ans à venir. Oui. On est dans une mode de téléchargement, de films bien précis qui sont demandés, choses qui sont plus compliquées à obtenir en allant dans un sex shop ou dans un magasin spécialisé. Ça facilite le business, effectivement. Mais en même temps, il faut être très prudent. Car pour un site en règle avec la loi, combien d'autres qui servent de façade à des réseaux de proxénétisme? Ce site propose par exemple des rendez-vous avec des actrices de films porno. Cet autre est basé en Hongrie et lorsqu'on le contacte, voici ce qui vous est proposé. En ce moment, on a 2 filles à Paris, Christina et Yasmina. Pour les proxénètes qui exploitent ces sites, c'est un moyen d'échapper aux lois sur le racolage. On est confronté de plus en plus à une prostitution qui est plus volatile, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est moins visible par les riverains, mais qu'elle est offerte à tout un chacun sur Internet, qu'on a maintenant de plus en plus de jeunes femmes qui ne se prostituent plus physiquement, mais distribuent des cartes avec affichage des tarifs, photos, mensuration, tout ce que vous voulez. Pour lutter contre ces réseaux, une seule arme, une coopération internationale entre la France et les pays où ces sites sont fabriqués, hébergés et parfois protégés. En bref, Raoul Becquerel a reconnu officiellement un viol et une tentative de viol à Senlis. Nous l'évoquions hier. Ce violeur récidiviste avait été libéré en juin suite à une erreur de procédure. Il est aujourd'hui incarcéré à Angoulême. Les acquittés d'Outreau refusent l'indemnisation proposée par la chancellerie. Ils avaient demandé un premier acompte de 100 000 €. Pour 5 d'entre eux, la proposition est inférieure, parfois largement inférieure. Les négociations semblent bloquées. Agnès Gardet, Amaury Guibert. Ce jour-là, dans les salons de la chancellerie, les 7 acquittés du procès d'Outreau goûtent aux dorures et à la reconnaissance. Ce jour-là, le ministre de la Justice leur propose une avance sur indemnisation. Leurs avocats lancent un chiffre, 100 000 € par personne comme à compte. Et bien 15 jours plus tard, pour 5 d'entre eux, on est loin du compte. Il est proposé à David Brunet 97 000 €, 64 000 € à Roselyne Godard, 27 000 € à Odile Maréco, 11 000 € à Christian Godard ainsi qu'à Karine Duchauchois, la seule à avoir échappé à la prison. Trop peu, disent-ils. Ils ont fait savoir au ministre qu'ils refusaient les sommes proposées. On demandait 100 000, ma provision est de 27 000. Par rapport au dédommagement total qu'on demande pour le préjudice financier et le préjudice moral, je me dis, bon, bah alors, à combien ça va être chiffré? À rien. C'est une petite somme pour moi qui est engagée 33 000 € de frais d'avocat, de perte de salaire, de perte de congé et d'autres choses. Seuls Daniel Legrand et Pierre Martel ont obtenu d'emblée 100 000 €. Une victoire? Pas vraiment.
On a tous été dans la même galère, hein, donc on sait ce que chacun a ressenti et de savoir que tout le monde n'est pas traité de la même façon, c'est dur à accepter. Oui, Pourquoi les sommes varient-elles autant? La chancellerie explique que les montants sont liés au nombre de jours passés en prison. Mais que faire de la honte et des injures? Le préjudice moral a un prix. 1 million d'euros chacun, voilà ce que ces hommes et ces femmes réclament au total. Une grande étude annuelle sur la fauche dans les magasins. Non pas les vols organisés et réguliers dans les entrepôts par exemple, mais sur ces petits larcins, souvent occasionnels des uns et des autres dans les rayons. Écoutez bien, au final, ils représentent 102 € en moyenne par habitant et par an, 6 milliards au total l'an dernier. Caroline Gauthier, Nabila Laïb. Avez-vous déjà volé dans un magasin? Il y a ceux qui répondent un non catégorique et puis les autres, plus honnêtes, enfin, façon de parler. J'ai déjà piqué dans un magasin. Ah, je pense que ça m'est déjà arrivé comme tout le monde. Hein. Honnêtement? Oui. Oh non, les enfants, je peux pas le dire. When I was a child, yes. Oh yes. Cet Anglais affirme n'avoir volé que quand il était jeune. Ce n'est certainement pas le cas de tous ses compatriotes. Au royaume des voleurs, son pays bat des records. Le vol représente 1,59% du chiffre d'affaires des magasins anglais. Et les Français n'ont pas de leçon à donner, 5e du classement. Les Suisses seraient un peu moins touchés. Et cette fraude a un coût. 6 milliards d'euros l'an dernier en France, soit presque 102 € par habitant. C'est moins qu'en 2002, mais les distributeurs cherchent toujours la meilleure parade. Vidéosurveillance, système de détection, les dispositifs se multiplient dans les magasins et c'est finalement le consommateur qui reçoit la facture. C'est considéré par les responsables de magasins comme des frais généraux, donc c'est répercuté sur le prix de vente et c'est donc l'ensemble des consommateurs qui, eux, ne volent pas, qui payent pour le pourcent de consommateurs qui volent. Pour finir, les voleurs se cachent surtout derrière les clients, mais aussi à 30% derrière les employés des magasins. Parfois même, les caméras de surveillance démasquent un nouveau style de chapardeur. Les difficultés de la presse quotidienne, on en parlait récemment. Vous lisez, nous lisons de moins en moins. Et ce reflux sans précédent est à mettre en parallèle avec l'irrésistible ascension de nouveaux venus, les journaux gratuits. Un bouleversement auquel les groupes de presse tentent de s'adapter. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Céline Crespi, Alain Locasio. Paris, 7 h du matin, métro République. Lyon, 8 h. Métro. Puisque c'est gratuit, on en prend un, on en prend deux. Distribué depuis l'an dernier en province, cette presse-là a trouvé son lectorat. Ça, c'est plus facile à lire. Et là, vous en avez pris plusieurs, je vois. Oui, parce que j'en laisse un ici pour mes collègues et l'autre, je le porte pour mon mari, à midi. Ça me permet de voir un peu tout ce qui se passe en peu de temps, parce que moi, je lis pas les journaux. Ça me permet de lire un petit peu plus, oui, le matin, parce que je peux pas acheter un journal tous les jours. Des mastodontes, Métro et son concurrent 20 minutes diffusent à 1 300 000 exemplaires chaque jour. C'est 2 fois plus que Le Figaro et Le Monde réunis. Courte, factuelle, sans commentaire, c'est une info qui séduit. Et pourtant, la presse gratuite revient de loin. Lors de ses premières parutions en février 2002, les ouvriers du livre se rebellent, les distributeurs sont chahutés, les imprimeries bloquées. Quelle position les pouvoirs publics vont prendre sur le développement de cette presse gratuite qui va mettre en danger la presse écrite, voilà, ou la presse payante. Les journalistes se soulèvent, fustigent cette sous-presse, mais le processus est en marche. Quelles sont les méthodes de ce succès? D'abord, le nerf de la guerre, la publicité. Voici la rédaction de Métro à Paris. Ici, il y a presque autant de commerciaux que de journalistes. Ça permet de toucher vraiment les urbains actifs qui aiment sortir, qui aiment bouger, donc, et de dédier complètement le journal à Coca-Cola. L'essentiel est de séduire l'annonceur plus que de convaincre le lecteur, car seule la publicité fait vivre le titre. C'est une page sur 2 dans le journal. Deuxième moyen, une rédaction réduite. Une cinquantaine de journalistes chez 20 minutes, c'est 5 fois moins qu'à Libération par exemple. Les télé, on a entre guillemets le retour de la mode à la télé. Info grand public, articles courts, titres choc et beaucoup de reprises de dépêches d'agence. Est-ce une concurrence aux journaux payants? Nous ne visons pas le même lectorat, on a un lectorat encore une fois beaucoup plus jeune et beaucoup plus féminin.
On crée des nouveaux lecteurs. Sur la région parisienne, notre concurrent et nous-mêmes, on a ajouté environ 900 000 lecteurs de gens qui disent qu'ils ne lisaient pas de quotidien auparavant. La crise de la presse n'est pas nouvelle. Depuis les années 80, les ventes font le yo-yo, mais l'apparition des gratuits en 2002 a accéléré la chute de Libération, par exemple. Les gratuits ne sont pas en cause sur les quotidiens haut de gamme. Pour les quotidiens populaires, il est trop tôt pour le dire. Il est certain, par exemple, que le couple aujourd'hui parisien progressait. Depuis maintenant 1 an ou 2, il a tendance à stagner. Alors en province, les journaux régionaux contre-attaquent et créent eux aussi un gratuit. Monsieur, prenez Lyon Plus, c'est le meilleur. Ainsi, le Progrès distribue presque autant de gratuits que ce qu'il vend de journaux payants dans la ville de Lyon. Nous, notre pari un petit peu, ça a été de mettre dans les mains de ces jeunes un vrai journal papier avec l'espoir, ça c'est le deuxième pari, c'est que plus tard, ils viennent à la presse payante. 5 villes de province ont un nouveau gratuit, tous lancés par les 2 plus gros éditeurs de presse payante, Hachette et la Soc Presse. Ça nous permet d'offrir une audience encore beaucoup plus importante sur la place de Lyon et ainsi de ravir et les lecteurs nouveaux, mais aussi les annonceurs qui passent la publicité sur les 2 supports. Et la chasse à la publicité sera plus vive encore dans quelques semaines, puisque la Soc Presse et Hachette lanceront de province un nouveau gratuit à Paris, ou comment concurrencer 20 minutes et métro sur leur propre terre. On passe des journaux aux écrans de télévision avec cette révolution technologique en cours et qui s'affirme. On estime que dans 6 ans, il n'y aura plus aucun tube cathodique à vendre dans les magasins. Les écrans plats font la loi. Les prix ont encore baissé de 30% l'an dernier. François Baudonnet, Philippe Luzzi. Dans ce laboratoire unique en France, on teste à longueur de journée les téléviseurs qui seront vendus pour Noël. Qualité de l'image, intensité des couleurs, finesse des grains, tout est analysé. Et le patron des lieux, c'est lui. Un tube cathodique, pour nous, c'est maintenant complètement une relique. C'est dépassé. Une relique. Pourtant, il y a 5 ans à peine, ici on ne testait que cela. Les écrans plats n'existaient pas encore. Autant dire, la préhistoire. La qualité s'est améliorée. La fiabilité, la consommation électrique, il y a eu pas mal de progrès parce que c'est devenu un vrai produit industriel. Produit industriel et surtout vrai succès commercial. Les téléviseurs à écran plat, d'abord inaccessibles car trop chers, se démocratisent. Les prix s'effondrent complètement. Si on prend un exemple sur le 55 cm, il y a 2 ans, on était dans un ordre de prix de 2000 €. Cette année, on est à environ 700 €. Une division par pratiquement 3. Conséquence, la télévision traditionnelle vit ses dernières heures, car même s'il se vend encore près de 4 millions de tubes cathodiques, contre à peine 600 000 écrans plats, d'ici 3 ans, la tendance devrait s'inverser. Oui, on en a un à la maison. Et alors, c'est une belle invention C'est une belle invention, ça donne une belle image et pour regarder les dessins animés, c'est parfait. Trop cher. Bon, on est en train de parler, ma copine m'a dit que normalement d'ici 10 ans, ils vont disparaître les anciens, mais d'ici 10 ans, je pense que normalement le prix, ça va changer. Et aujourd'hui, il est vrai qu'un écran plat coûte encore 5 fois plus cher qu'une télévision classique bas de gamme. Alors peut-être faut-il attendre encore un peu que les prix, eux aussi, rétrécissent. Pour terminer, la passion de l'Égypte ancienne, elle ne se dément pas. Une exposition exceptionnelle a été inaugurée aujourd'hui à l'Institut du monde arabe à Paris sur la vie des pharaons. Elle couvre 3500 ans d'histoire. Emmanuel Lambert, Diane Richard. Inauguration au sommet. Les présidents français et égyptiens, Jacques Chirac et Hosni Moubarak, étaient cet après-midi les premiers visiteurs de l'exposition Pharaon. Ils ont pu admirer Aménophis, Shabaka, Akhenaton. Des représentations de pharaons qui ont traversé des millénaires, 3 mètres de haut, 4 tonnes de quartz, c'est ce colosse qui accueille le public, Toutankhamon. Elle a été choisie pour exprimer dès l'entrée la démesure, le côté mystérieux et colossal de ce pouvoir pharaonique. Un pouvoir considérable qui fascine depuis 58 siècles. Pharaon, un mot qui évoque puissance et mystère, mais dont on ne connaît pas toujours la réelle signification. Un pharaon, ce terme moderne vient du grec, et c'est la transcription en grec de père Aa, c'est-à-dire la grande maison. Le palais, la grande maison, c'est ce qui est reconstitué ici. On peut y voir des vases funéraires, des colliers pectoraux décorés de scarabées, symboles d'éternité, des ornements pour les momies royales. Au total,
plus de 200 trésors archéologiques. Certains objets n'avaient jamais été vus par le public. Des objets qui ont particulièrement intéressé ces visiteurs de marque. Ce lit de Toutankhamon, je l'ai découvert dans une des réserves du musée du Caire. C'est une pièce très très secrète où peu de personnes rentrent. Et il m'a tout de suite séduit parce qu'il diffère beaucoup des lits qu'on a l'habitude de voir, qui sont des lits funéraires, qui sont dorés, ornés de divinités, de vaches, de lions. Là, au contraire, c'est un lit très simple, en bois. Une invitation au voyage à travers le temps. Ces richesses archéologiques projettent les visiteurs au cœur de l'Égypte éternelle. Un mot des récompenses littéraires de France Télévisions avant de se séparer. Le prix du livre jeunesse a été attribué aujourd'hui à Hubert Benkemoun et Frédéric Rebena pour 6 aux éditions Tourbillon. 3 autres prix ont été décernés aujourd'hui par des jurys d'enfants, d'adolescents et de parents. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 21h, un téléfilm inédit, un fils sans histoire avec un certain Jean-Paul Moncorget, c'est le petit-fils de Jean Gabin. 1h dernier journal, Laurence Piquet, 1h30, des mots de minuit, Philippe Lefay, dès 6h30 télématin avec 4 vérités, Françoise Laborde recevra Bernard Accoyer, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. On se quitte sur ces images du concours international de la plus grosse citrouille. Il se tient comme tous les ans en Californie et c'est un Américain qui a gagné. Il a réussi à faire pousser ce fruit de plus de 550 kilos, des hectolitres de velouté en perspective. À demain.